J'ai été convié à cette séance pour vous parler d'un livre coécrit avec Camus qui s'intitule Première mesure révolutionnaire. Je ne vous raconterai pas ce qu'il y a dans ce livre, parce que bon, pour ceux qui l'ont lu, ce n'est pas la peine, et au fond pour les autres non plus. Je vous parlerai plutôt des arguments qui nous ont été opposés au cours des assez nombreuses présentations que nous avons faites de ce livre, dans des lieux, des villes, des milieux très variés. Et malgré cette diversité, beaucoup d'arguments sont récurrents, se répètent, se reviennent. Et j'ai trouvé ça intéressant que ce soit les mêmes qui reviennent. Et dans cette série, j'en ai sélectionné 4 dont je vous parlerai. Le premier argument peut se résumer en 2 mots. Vous rêvez. Votre livre porte sur l'après-insurrection, mais où sont les prodromes de cette insurrection? Où sont ces signes annonciateurs? Où sont tous ces gens dont vous parlez dans le livre en disant « nous » qui sont prêts à faire toutes les merveilles que vous décrivez? Présentez-les-nous, nous on n'en voit pas. C'est un argument qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main, parce que le livre porte en effet sur l'après-insurrection, et si on nous dit que de l'insurrection il n'y en aura pas, évidemment l'affaire perd en grande partie sa raison d'être. Donc il faut répondre. Alors qu'est-ce qu'on répond? Un pays dépolitisé, nous dit-on, une population atone. Alors dépolitisé, ça dépend comment on l'entend. Si on entend par là que les partis politiques ont tout perdu, leur âme, leurs militants, leurs idées quand ils en avaient, si on dit par là que, si on entend par là que les organisations politiques parlent pour la plupart un langage inaudible à force d'être rabâchées depuis la nuit des temps, c'est vrai. Mais ce que les gens qui disent « vous rêvez » ne voient pas, c'est qu'il existe dans ce pays des centaines, des milliers de groupes, de cercles, de groupes organisés ou pas autour d'un bistrot, autour d'un squat, autour d'une lutte de quartier, autour d'un cinéma de banlieue, d'un petit journal, que sais-je, de beaucoup de choses. Ces groupes très nombreux, qui représentent beaucoup de monde, évidemment ils sont éparpillés, ils ne se connaissent pas, sauf quand ils s'appartiennent à la même ville. Mais ils sont unis par un sentiment très fort, le sentiment de dire « ça ne peut pas durer, ça ne peut plus durer ». L'ordre existant ne peut pas être amendé, il faut le détruire, et par conséquent l'insurrection est à l'ordre du jour. J'ai un élément qui va en faveur de l'importance, de l'existence et de l'importance de cette nébuleuse. C'est la réception de ce livre, Première mesure révolutionnaire. Je peux vous dire que partout où nous l'avons présenté, aussi bien dans des librairies que dans des locaux syndicaux, que dans des cafés, aussi bien à Lille qu'à Nancy, à Strasbourg, à Rennes, à Bobigny, à Montreuil, partout, l'assistance était 5 ou 10 fois plus nombreuse que ce à quoi on a l'habitude quand on présente des livres. Non seulement plus nombreuses, mais différentes, beaucoup plus jeunes, moins respectueuses, plus politiques, beaucoup plus politiques évidemment. Les débats ont toujours été formidables. Et ça m'incite à penser ce phénomène tout à fait inhabituel pour quelqu'un qui présente des livres depuis maintenant bientôt 30 ans. Ce phénomène tout à fait habituel m'incite à penser qu'en effet, l'insurrection est à l'ordre du jour. Le deuxième argument, qui se raccroche par le petit doigt au premier, c'est de dire « oui, d'accord, mais
il n'existe pas aujourd'hui de force politique capable de lancer et de mener et d'organiser l'insurrection. Alors ça repose sur une vision historique que je dirais léninisto-stalinienne. Enfin, Marx en avait déjà parlé de ça. Il avait déjà sorti cet argument à propos de la Commune de Paris. Vous savez tout ça aussi bien que moi. Mais c'est au sujet de la révolution de 1917 en Russie que cet argument ressort le plus souvent. Elle est censée avoir été menée par un parti structuré, homogène, efficace, soudé. On sait aujourd'hui que c'est tout à fait faux. Certes, les ouvriers bolcheviques étaient le fer de lance du mouvement, mais la direction bolchevique, jusqu'à et y compris la révolution d'octobre, a toujours été prise de court par les événements. Souvenez-vous, vous en souvenez, comment ça a commencé tout ça, la révolution de 1917? Ça a commencé le 23 février 1917, journée internationale de la femme. Les ouvrières des usines textiles de Pétrograd sont descendues dans la rue et ont appelé à leur secours les ouvriers des grandes usines métallurgiques, qui sont descendus eux aussi dans la rue contre les directives de la direction du parti bolchevique qui leur avait dit « restez tranquilles ». Et en octobre, c'est pareil. On dit parti soudé, parti homogène. Vous savez très bien qu'une grande partie de la direction du parti bolchevique était absolument opposée à l'insurrection. Kamenev et Zinoviev ont même dit qu'ils démissionneraient si l'insurrection était décidée. Ils ne l'ont pas fait. Bon. Puis bon, l'insurrection s'est faite. Puis, comme ce n'était pas du tout un parti monolithique, on ne leur en a pas voulu. Les choses se sont bien passées pour eux, pour le moment. Hein. En Allemagne, au contraire, il y avait un parti bien structuré, le KPD, Parti communiste allemand, qui n'a pas cessé de 1919 à 1923 d'envoyer la révolution dans le mur en lançant des insurrections au mauvais moment et en laissant passer les bonnes occasions. Si bien qu'au fond, je me dis que pour nous, aujourd'hui, l'absence d'un parti d'avant-garde n'est pas une lacune, mais une chance. Le troisième argument, c'est de dire, oui d'accord, mais si jamais l'insurrection avait lieu, elle serait écrasée parce que le rapport des forces ne nous est pas favorable. Alors cette notion de rapport de force, elle est la plus antidialectique qu'on puisse rêver, et c'est curieux de voir souvent les marxistes l'utiliser. C'est un rapport de force, c'est un instantané. À un moment T, il y a un certain rapport de force, mais il peut changer très vite. Quel était le rapport de force le 14 juillet 1789 à 9h du matin? D'un côté, un pouvoir d'État, un appareil d'État appuyé sur une armée autour de Paris de plus de 20 000 hommes, avec des Suisses, des régiments suisses casernés au Champ de Mars, et de l'autre côté, une foule, en colère, certes, mais sans armes. Eh bien, à 11h du matin, cette foule a pillé l'arsenal des Invalides et a récupéré les 10 000 fusils. À 2h de l'après-midi, le régiment des gardes françaises, qui était le régiment du maintien de l'ordre dans Paris, a fait défection et passé à l'insurrection avec ses canons et ses officiers. Et à 5h du soir, la Bastille était prise. Donc le rapport des forces n'était plus le même du tout. Le quatrième et dernier argument, j'irai vite parce que mon temps de parole file. Le quatrième et dernier argument, c'est de dire, si jamais ce qui se passe dans votre livre, c'est-à-dire créer le soir de l'insurrection victorieuse les conditions de l'irréversible, se débarrasser de la police, de l'armée, de l'administration, si vous faites ça, ça va être le chaos. Il y a d'abord des arguments historiques qui montrent que ce n'est pas vrai. Ne serait-ce que la Commune de Paris. La Commune de Paris, il n'y avait pas de police, parce que la police
des blanquistes là, de Raoul Rigaud, c'était de la blague, c'était pas une vraie police. Il n'y avait plus de police, l'administration s'était fait la malle à Versailles. Il n'y avait plus rien et les choses se passaient parfaitement bien à Paris. Il y a une célèbre lettre de Courbet à sa mère où il dit « c'est extraordinaire, tout se passe magnifiquement bien comme d'habitude ». Donc, exemple historique. Et puis, il faut voir d'où ça vient, cette idée, cette peur du chaos. Elle vient d'une vision anthropologique qui est héritée de Hobbes. Et si on va plus loin, au fond des Saintes Écritures, hein. L'homme mauvais, la nécessité d'une rédemption. En fait, je pense, nous pensons, Camus et moi, que se débarrasser de cette vision anthropologique-là, se débarrasser de cette nature humaine, de cette invention occidentale qu'est la nature humaine, c'est un temps déterminant de l'émancipation. Je vous remercie. D'une brièveté. Moi, je vais être un peu plus long. Paul Gilibert, qui est un membre du comité d'organisation, qui est notre modérateur ainsi de ah bah, c'est pas difficile, c'est la manière de ça c'est fait. Parce que c'est pas dans les sciences sociales que c'est bien fait. Mais c'est déjà que ça se passe. C'est un peu dramatique. C'est un marathon. Oui, c'est ce qu'elle oui, c'est bon. C'est slide de son élément d'arbitrage. Non, tout ce qui se fait d'intéressant, là, vraiment philo. Moi, je vais rester sur le côté. Ah oui. Oui. C'est ça, oui. Merci.